Bonjour et bienvenue. Vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrés à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Frédérique Nau-Dufour au Centre européen du résistant déporté, dont elle était la directrice. J'ai rendez-vous avec elle devant l'ancien camp de concentration du Struthof et plus précisément devant la villa où habitaient les anciens commandants nazis de ce camp d'extermination. Alors pourquoi avoir choisi ce lieu ? Tout simplement parce que l'historienne vient de publier La Villa Déjeuner d'Or, un livre qui porte sur l'histoire des habitants de cette villa. Mais raconter leur histoire, ce n'est pas seulement raconter l'histoire d'un camp qui est une pièce à conviction de la politique d'extermination des Juifs par les nazis, mais c'est aussi relater l'histoire de toute une région déchirée entre l'Allemagne et la France. Mais laissons Frédérique Nau-Dufour nous raconter cette histoire. Alors c'est une villa qui a été construite en 1913 par une femme qui était un beau personnage, qui est une femme assez idéaliste, une Allemande, puisqu'à l'époque l'Alsace est allemande, on est sous la première annexion de l'Alsace, et cette femme qui habite à Strasbourg découvre un endroit merveilleux qui s'appelle le Struthof, et qui à l'époque est voué à devenir une piste de ski et de luge, bref, un lieu d'amusement pour tous les Strasbourgeois. Et elle tombe amoureuse du lieu. Il faut dire que si vous regardez le paysage, c'est absolument magnifique. Il y a des montagnes à l'horizon, des arbres, un superbe panorama. Et elle fait construire sa villa ici en 1913. Et cette villa qui est très élégante, très dans un style néo-régional, avec des lignes très élégantes, elle n'a pas de chance, la pauvre Gretel, puisque cette villa, elle va devoir l'abandonner à la fin de la Première Guerre mondiale, puisqu'en tant qu'Allemande, elle est expulsée avec toute sa famille d'Alsace, avec 20 kilos de bagages, et cette villa va tomber dans le séquestre des biens pris à l'ennemi, c'est comme ça qu'on trouve ça dans les archives, et être donc revendue à un couple de Français qui va s'y établir, qui va en faire un peu sa villégiature de campagne, et y ajouter un élément que l'on voit toujours aujourd'hui, quand on regarde la villa, à gauche de la villa, c'est la piscine. Donc ce sont des sportifs, ils ont envie d'avoir un bassin de nage, et ils vont ici à 800 mètres d'altitude, ce qui est un petit peu fou, construire une piscine en 1900, on est en 1938, voilà, quand ils ajoutent la piscine. Et puis finalement, pas de chance non plus pour eux, puisqu'en 1940, l'Alsace est annexée, et surtout en 1941, les nazis arrivent sur ce coin de montagne pour y construire un camp de concentration, et la villa tombe en plein milieu de l'emprise qu'ils ont envie de prendre, et ils vont donc la réquisitionner, chasser les occupants français et faire de cette villa un des sièges de la commandanture du camp. Ce qu'elle va rester donc jusqu'au départ des derniers nazis de ce camp de concentration la veille du 25 novembre 1944. Et ensuite, cette villa va redevenir la propriété du Français qui était là avant-guerre, mais rien n'est plus comme avant. Elle a totalement changé de statut, elle est désormais au milieu du seul ex-camp de concentration sur le territoire français. Il devient impossible pour lui d'y habiter. Il doit la quitter, il est vraiment contraint de la quitter, et il va la vendre à l'État français qui en est toujours le propriétaire et qui en a fait donc une partie du lieu de mémoire de l'ancien camp de Natzweiler. Et pourquoi avoir choisi une villa pour raconter la grande histoire ? Moi, j'ai toujours été fascinée par cette villa parce qu'elle a un côté, avec ses volets fermés aujourd'hui, maison hantée, à quelque chose d'un petit peu sordide alors même qu'elle est très belle. Et je me suis toujours dit que les maisons étaient en fait comme les êtres humains. Et c'est comme un corps qui abrite quelque chose. Et elle a abrité successivement des gens extraordinairement différents. Cette femme, qui était une femme qui avait une âme grande, qui avait une âme très généreuse, très humaniste. Ensuite, un couple de Français. Et ensuite, des nazis, qui étaient les personnes les plus dénuées d'humanité qui soient. Et ça m'intéressait de voir comment, dans un même lieu, qui est fait pour la beauté, qui est fait pour la sérénité, on avait des âmes aussi différentes qui étaient passées et comment elles avaient marqué ce lieu. Et j'ai trouvé que finalement, que cette villa, elle était significative, représentative de notre monde. Notre monde, il est ce qu'on en fait. Il est ce qu'en font les gens qui passent pendant leur vie d'homme sur cette terre. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette villa.
très belle image, hein. Et vous-même, puisque actuellement cette villa est fermée au public, hein, vous-même avez-vous eu l'occasion de visiter cette villa? Oui, alors en tant que directrice du Centre européen du résistant déporté, j'ai pu entrer à plusieurs reprises dans la villa. Et c'est pareil, on ne sait pas trop où on entre. Aujourd'hui, les volets sont fermés, il y a quand même l'électricité. Les pièces sont vides, il n'y a plus aucun mobilier. Elle sert plutôt d'entrepôt pour des livres, pour des objets d'exposition. Et malgré tout, la trace de l'histoire est encore prégnante. C'est-à-dire qu'on voit des éléments qui sont restés, par exemple le poêle en faïence verte qui servait à chauffer. On voit également les fenêtres de la salle à manger et du salon qui sont extraordinaires. Ce sont des immenses baies vitrées et qui peuvent s'escamoter en été avec un système de manivelle et de poulies, ce qui fait qu'on se retrouve comme dans une véranda ouverte aux quatre vents sur ce paysage magnifique. Et donc on peut aller dans les chambres, on peut deviner, ou du moins essayer de deviner quelle a été la vie des gens. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant quand on se promène dans cette villa dans la pénombre. Actuellement, cette maison appartient au ministère de la Défense. Pourquoi n'est-elle pas accessible au public? Alors aujourd'hui, on ne peut pas visiter cette villa tout simplement parce qu'elle n'est pas propice à la visite. C'est-à-dire que c'est une maison d'habitation avec des couloirs étroits. Il n'y a pas de possibilité vraiment de double sortie, donc elle ne correspond pas aux normes qu'il faudrait pour recevoir du public. Et puis encore une fois, il n'y a rien à voir dedans, à moins d'avoir beaucoup d'imagination et de se représenter ce qui a pu avoir lieu dedans. Mais il n'y a que les murs qui sont là pour témoigner. Donc je ne pense pas que ça aurait un intérêt tout à fait majeur, à moins de mettre des éléments d'explication dedans. Et comment expliquez-vous justement quand on regarde l'histoire des camps de concentration, il y a beaucoup de camps de concentration qui ont été construits dans des endroits idylliques, comme c'est le cas ici. Pouvez-vous d'abord nous expliquer où nous nous trouvons exactement et dans quel paysage magnifique cette maison a été construite? Alors on se trouve ici dans les premiers contreforts des Vosges. Nous sommes côté alsacien des Vosges. Nous sommes à 800 mètres d'altitude. Dans la commune de Natzwiller, qui s'appelait à l'époque allemande Natzweiler, et dans un lieu-dit qui s'appelle le Struthof. Et cet endroit, il est à peu près à 60 km au sud-ouest de Strasbourg. Et on est dans un paysage typiquement vosgien, avec un sol de granit, des roches qui affleurent dans la montagne, avec une forêt qui aujourd'hui a beaucoup poussé, mais qui à l'époque était beaucoup moins présente. C'est-à-dire qu'en 1913, c'était une chaume, un endroit où les gens du village emmenaient paître leurs vaches. Donc c'était des grands herbages. Et donc ça veut dire que le paysage était totalement dégagé et qu'on pouvait voir quasiment jusqu'à Strasbourg, le long de la vallée de la Bruche quand on regardait vers l'est. Et quand on regardait vers l'ouest, on voyait la pente en face d'une grosse montagne qui s'appelle le Donon et qui était la frontière à l'époque entre l'Allemagne et la France. Donc on est vraiment dans une zone frontière, dans une zone qui a changé de main très souvent au cours de l'histoire et dans une zone qui est perdue au bout du monde, en hauteur, assez sauvage, et très belle. Est-ce que cette beauté, justement, a été l'un des facteurs déterminants pour construire le camp de Natzweiler ici? Je ne pense pas que la beauté ait déterminé les nazis à venir construire le camp ici. C'était des personnes beaucoup plus pragmatiques que cela. Et ce qui les a intéressés dans ce camp de Natzweiler, dans cette montagne, c'est son sous-sol. C'est-à-dire que c'est le granit qui affleurait un peu plus haut sur la montagne qui les a intéressés. C'est un ingénieur SS qui s'appelait Blumberg qui a repéré ce filon de granit et qui s'est dit que ça pouvait être une bonne opportunité pour les constructions du Troisième Reich, notamment à Nuremberg. Alors on peut souligner au passage que c'est complètement délirant. C'est-à-dire venir exploiter du granit en Alsace pour l'acheminer au fin fond de l'Allemagne à Nuremberg, alors qu'il y a des carrières par ailleurs en Allemagne, c'était un projet complètement fou. Mais les nazis n'étaient pas à ça près et donc ils ont exploité ce granit et l'ont envoyé à Nuremberg. On a des traces de ce granit à Nuremberg. D'accord. Quand on lit votre roman, vous avez plusieurs personnages. Il y a le personnage de Gretel, il y a ce couple français qui en fait devient propriétaire de cette maison, puis les nazis. Tous ces personnages sont issus de faits réels ou c'est aussi de la fiction? Alors c'est un roman, je précise bien au départ dans la préface de cet ouvrage qu'il s'agit d'un roman où les personnages sont fictifs.
mais pas totalement. C'est-à-dire que le romancier, il est le seul à connaître la recette mystère de sa composition. C'est-à-dire que j'ai pris des éléments tous réels que je connais parce que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu des archives, j'ai rencontré des témoins et je les ai remixés avec mon propre dosage pour créer des personnages qui sont sinon vrais, certains sont vrais, mais je ne dis pas lesquels, soit vraisemblables. Et donc ce qui fait qu'on peut, on peut se reposer en lisant le roman en se disant que tout a pu advenir. Mais que, et c'est aussi ça que je voulais souligner, avec les nazis, la réalité est de toute façon pire que la fiction, c'est-à-dire qu'ils ont fait des choses que aucun auteur n'aurait pu imaginer, ou alors s'il l'avait imaginé, on aurait dit vraiment qu'il exagérait beaucoup. Vous avez des exemples? Vous savez ce qui s'est passé par exemple dans cette maison? Dans cette maison, il faut lire le roman pour savoir ce qui s'est passé, mais on a des scènes terribles que je décris. Qui sont des scènes sous les nazis de torture, de mise à mal, de brutalité extrême vis-à-vis des individus, et des scènes comme celle-ci, on sait qu'il s'en est passé dans tous les camps de concentration. Et depuis même que j'ai écrit le roman, j'ai encore appris dans des émissions, dans des livres, des choses que j'ignorais en termes de barbarie humaine. Donc je pense que là, les nazis ont atteint un point de non-retour et que malheureusement, ici au Struthof, il s'est déroulé des scènes de cette nature-là, bien sûr. Les commandants justement de ce camp étaient réputés pour leur cruauté. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors il y a eu 5 commandants de camps successifs dans le camp de Natzweiler. Il faut bien se dire que ces SS étaient souvent des gens de médiocre extraction et qui avaient trouvé dans la SS, notamment dans la SS en charge des camps de concentration, une sorte d'issue pour faire carrière et devenir quelqu'un. Mais c'était au départ des gens quand même très peu qualifiés, très peu cultivés et qui ont obéi aux ordres et même dépassé les ordres, souvent en termes de barbarie. Donc le plus connu des commandants du camp de Natzweiler s'appelait Kramer. Alors dans mon roman, j'ai refusionné un certain nombre de commandants dans des personnages fictifs, mais on retrouve les traits de Kramer, qui accueillait les déportés avec ces mots en leur disant « vous entrez par le portail et vous sortirez par la cheminée », ce qui était quand même une annonce d'un programme tout à fait brutal. Et puis c'est ce même Kramer qui ordonnait les pendaisons et qui y assistait en mettant en place un orchestre pour jouer de la musique en même temps, parce que c'était un moment de fête selon lui, et en fumant son cigare. Et c'est ce même Kramer qui a procédé au gazage sur ordre du docteur Hirt des 86 juifs voués à cette expérience terrible de collection de squelettes. Je voulais vous parler du professeur Hirt et ce qu'il avait fait à l'université de Strasbourg, à l'hôpital civil, et cette commande de 86 personnes du camp d'Auschwitz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les circonstances de cette commande et pourquoi ces 86 personnes sont arrivées au Struthof? Oui, alors j'en parle très brièvement dans le roman, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages SS de mon roman vont croiser le regard, enfin vont passer près de ces juifs. En effet, il faut rappeler le contexte. Strasbourg l'Alsace a été annexée par les nazis, qui ont, à l'automne 1941, récupéré les bâtiments de l'université de Strasbourg, qui elle-même, l'université française, avait déménagé à Clermont-Ferrand, qui n'était pas restée en Alsace annexée. Et en lieu et place de cette université française, ils ont créé ce qu'on a appelé la Reichsuniversität, c'est-à-dire l'université du Reich. Et ils ont voulu en faire une espèce de fleuron de la pensée, de la science allemande. Et ils ont appelé dans cette université les meilleurs professeurs dans tous les domaines, et notamment pour la faculté de médecine, où on a vu arriver quand même un certain nombre de professeurs extrêmement qualifiés, notamment le professeur Hagen, qui a également sévi au Struthof et qui était un virologue extrêmement réputé à son époque, et puis le professeur Hirt, qui avait déjà une belle carrière derrière lui, et à qui on a confié, donc en 1941, la direction de l'Institut d'anatomie de la Reichsuniversität. Donc il était à la fois professeur, il enseignait aux élèves, et puis il était chercheur dans cette université, et il était surtout un membre de la SS et une personne qui avait envie de se faire bien voir et de servir le régime pour faire carrière.
Et donc, il était en lien avec un des nombreux instituts nazis en lien avec la science et en lien avec une science dévoyée et qui s'appelait l'Ahnenerbe, c'est-à-dire l'héritage des ancêtres, et qui visait à essayer de découvrir les traces de la germanité originelle. Et Hirt a proposé à l'Ahnenerbe une, je ne sais pas si on peut appeler ça une expérience, mais au moins une idée originale et unique, fort heureusement, qui consistait à créer de toutes pièces une collection de squelettes juifs. Pourquoi ? Tout simplement parce que les nazis étaient persuadés que la race juive existait, d'abord, voilà, qu'il y avait plusieurs races dont la race juive, que c'était d'ailleurs même pas une race mais une sous-race, et qu'on pouvait le prouver scientifiquement. Et deuxièmement, les nazis, compte tenu de ce qu'ils avaient mis en œuvre pour la solution finale de cette race juive, étaient convaincus que cette race allait disparaître. Et donc Hirt voulait en sauvegarder quelques traces pour prouver à l'humanité future ce qu'avait été la race juive. Et donc il décide de créer cette collection puisque dans un institut d'anatomie, il y a des collections. Ça n'est pas choquant, entre guillemets. Dans tous les instituts d'anatomie, il y a des collections anatomiques qui servent à éduquer les étudiants en médecine, qui leur servent aussi à faire des dissections, qui leur servent à repérer des pathologies, etc. Mais ces collections sont normalement constituées dans des conditions respectueuses du droit humain. Elles sont le plus souvent des gens qui donnent leur corps à la science, donc il n'y a pas de brutalité qui est commise pour ces collections. Or là, Hirt a un projet totalement différent qui consiste à assassiner des gens pour donner leur corps contre leur volonté à la science, ce qui est quand même un projet hautement criminel. Et comme il est à Strasbourg, il n'a pas de juifs sous la main. Il se trouve que les juifs d'Alsace ont été évacués dès 1940. Et bien entendu, quand les nazis sont arrivés, ils ne sont absolument pas revenus en Alsace, ces populations juives. Ou alors les derniers qui étaient là sont partis. Donc l'Alsace n'a, aux yeux des nazis, est purifiée de juifs, c'est l'expression, Judenreich. Et donc il faut qu'il aille chercher des juifs ailleurs. Et là, il va mettre en marche ses réseaux et aller se servir dans la plus grande réserve de juifs de l'époque, qui est le camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc il va passer commande et c'est un anthropologue qui va sur place sélectionner ces juifs à la tête du client. On peut imaginer, on n'a pas trop de détails sur la sélection elle-même. Donc il va prendre des hommes et des femmes, 57 hommes et 29 femmes, et les mettre dans un train en 1943, en juin 1943, pour l'Alsace. Et là aussi, mais l'année 43, c'est une année qui est charnière pour la guerre en Allemagne. C'est les premières défaites de l'Allemagne nazie. Mais les nazis trouvent les moyens financiers, logistiques d'acheminer 86 juifs depuis Auschwitz jusqu'à Natzweiler. Ils vont être enfermés dans une baraque pendant quelques temps, le temps que la chambre à gaz soit réaménagée pour pouvoir exterminer cette population. Ce qui va être fait au cours du mois d'août 1943. Donc on va fêter cette année les 80 ans de ce crime unique dans l'histoire de la Shoah, puisqu'il y a eu 6 millions de juifs exterminés, mais 86 dans le cadre de cette expérience de création de collection. Alors l'histoire des 86 juifs ne s'arrête pas là, puisque après avoir été gazés dans la chambre à gaz de Natzweiler, ils ont été aussitôt acheminés vers l'Institut d'anatomie. Ils ont été placés dans des cuves à Formol en attendant que Hirt puisse les dépecer, parce qu'en fait c'est assez compliqué de faire un squelette. Il y a toute une procédure qui exige du matériel pour enlever la chair, et constituer ces squelettes. Et visiblement, Hirt n'a pas eu le matériel qu'il voulait, il n'a pas eu le temps de finaliser son expérimentation, et lorsque la guerre a vraiment tourné en défaveur de l'Axe et que les Alliés et les forces françaises ont approché de l'Alsace, il a pris la décision de faire détruire ses corps. C'est assez intéressant parce que ça prouve qu'il a parfaitement conscience que ce qu'il a fait est totalement criminel, parce que sinon il n'aurait pas fait ça. Et donc ordre est donné de les détruire en faisant plusieurs choses. D'abord en enlevant sur les corps les tatouages, parce que ces juifs avaient été tatoués à Auschwitz. Donc pour certains, le numéro de tatouage a été gratté sur la peau de l'avant-bras. Et puis sinon de les découper en morceaux pour les faire brûler.
Et les sbires de Hirth n'ont pas eu le temps de finir le travail. Et quand les Alliés sont entrés dans Strasbourg, puis dans l'Institut d'anatomie, ils ont découvert une scène de boucherie, il n'y a pas d'autre mot, puisque ces corps étaient découpés en 225 morceaux. Et ce qui a été très choquant pour ceux qui ont fait la découverte et qui ont été chargés ensuite pour l'enquête de reconstituer les corps et de savoir combien finalement il y avait de personnes dans cette espèce de massacre. Et ces corps, ça ne s'arrête pas là. Ces pauvres 86 personnes ont quand même un destin d'un tragique absolu, puisqu'ils ont été enterrés, mais sans qu'on sache qui ils étaient. Donc ils ont été enterrés dans un cimetière à Strasbourg, et ce n'est que quelques années plus tard qu'il s'est avéré, on a compris qu'ils étaient juifs, on les a exhumés, donc leur péripétie continue sans arrêt, pour les enterrer en 1951 dans un cimetière juif, donc selon leur religion, et ils sont restés là. Et leur histoire ne s'arrête pas là, puisqu'on ne savait toujours pas qui ils étaient, on n'avait pas leur nom, personne ne connaissait leur nom. Et il a fallu qu'un historien allemand qui s'appelle Hans-Joachim Lang, à la fin des années 90, commence à s'intéresser à leur cas et se demande qui ils étaient. Et il a fait un travail qui n'est même pas un travail, qui est en réalité une espèce de sacerdoce. Il a consacré sa vie à partir à la recherche de ces individus, à partir d'une photo, qui est une photo où on voit dépasser un bras d'une cuve, et sur ce bras, il y a un numéro. Et donc, il est allé chercher ce numéro tatoué sur le bras à Auschwitz, et il a découvert le premier nom qui s'appelle Menachem Tafel. Et à partir de là, il a remonté la piste et il a retrouvé les noms des 86. Et non seulement il a retrouvé leurs noms, mais il a retrouvé leurs descendants pour la plupart. Et ce qui est incroyable, c'est que pour plusieurs d'entre eux, enfin même presque à tous, il a appris où avait disparu l'arrière-grand-père ou la grand-tante, etc. Les gens ne le savaient pas. Et il témoigne du fait qu'il était terriblement difficile pour lui d'être ce messager-là. C'était plus qu'un travail d'historien, c'était un travail extrêmement délicat et en même temps qui a créé entre lui et ces personnes un lien indélébile. Et normalement, au mois de juin, c'est-à-dire dans un mois, vont venir à Strasbourg une partie de ses descendants, des 86, dans le cadre d'un projet entre l'université de Strasbourg et celle de Tübingen. Et ils vont venir pour la première fois ici, à Natzweiler et à la chambre à gaz. Et je pense que ça va être un moment particulièrement émouvant. Hans-Joachim Lang a permis de créer ce contact avec les familles. Et donc a permis qu'elles soient invitées, qu'on puisse les solliciter et qu'elles viennent jusqu'ici. Alors elles vivent dans le monde entier, il y en a beaucoup qui sont aux États-Unis désormais, en Israël, en Allemagne, en Suisse. Donc c'est toute une descendance, malgré toutes ces 86, qui va pouvoir être là. D'accord. Vous allez assister à la cérémonie ? Oui, je serai à leur côté pendant ces jours-là. J'y tiens vraiment beaucoup parce que c'est une histoire poignante. J'ai déjà rencontré certains d'entre eux qui étaient venus il y a quelques années avec Hans-Joachim Lang. Et en fait, c'est pour ce genre de moment qu'on fait ce travail-là. On a l'impression enfin de créer du sens, de faire œuvre utile et de permettre à des gens de recoller les morceaux de leur histoire. Et en même temps, c'est très triste et on souhaite que jamais plus une telle horreur advienne. Et en même temps, on n'est pas du tout rassuré quand on voit ce qui se passe sur cette terre. Et ces personnes se sont senties soulagées après la nouvelle, juste le fait de savoir qu'ils ont retrouvé les traces des membres de leur famille? Alors je ne sais pas si elles ont été soulagées, je ne les connais pas personnellement et je ne sais pas quelle a été leur réaction, mais de manière générale, pour avoir quand même croisé beaucoup de familles qui recherchaient un corps dans d'autres circonstances, pour d'autres morts, d'autres guerres, retrouver le corps, c'est toujours une étape très importante. On ne peut pas dire qu'on est soulagé, on ne peut pas dire qu'on se réjouit de l'avoir retrouvé, mais il y a quand même une page qui se ferme, ou une page qui se tourne du moins, et qui permet sans doute aux familles de passer à autre chose, et puis connaître son histoire familiale, connaître son passé, c'est quand même la base pour pouvoir avancer et se construire soi-même. Donc je pense que non, c'est très important. Vous avez été directrice de ce centre, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Quels ont été, on parle de moments forts là, quels ont été les moments les plus forts que vous avez à relater justement par rapport à la direction de ce centre? C'est toujours très fort parce qu'en fait tous les moments sont très émouvants, ils sont toujours en lien avec l'âme, avec l'émotion, parce qu'on rencontre des descendants, c'est toujours très... il faut beaucoup d'empathie, voilà.
Après, il y a des moments qui m'ont marqué, des moments, par exemple, cette rencontre avec les deux descendants venus d'Israël de ces 86. D'autant plus que, mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que quand je le raconte, on ne va pas me croire, mais c'est la pure vérité, que le jour où ils étaient là, avec Hans-Joachim Lang à la chambre à gaz, c'est le jour où à la chambre à gaz, je repère un vieux monsieur qui était en train de parler à des jeunes, et je me dis, tiens, mais qui est ce témoin de l'histoire qui vient parler à des jeunes? Je m'approche, et il disait tellement n'importe quoi, que je me suis dit, c'est quand même très étonnant, jusqu'à ce que je réalise qu'il s'agissait de Faurisson, le grand négationniste des chambres à gaz, et qui était de passage pour édifier ses troupes. Donc c'était une espèce de rencontre hallucinante, improbable, qui m'est arrivée comme ça sous les yeux. Et j'ai par la suite demandé à Faurisson de quitter les lieux rapidement, parce que je trouvais ça absolument odieux qu'il soit là en même temps que ces personnes. D'autant plus qu'il était en train de nier une réalité sous les yeux et devant des descendants d'une personne qui avait été tuée à l'endroit même. Donc c'était conflictuel. Enfin, pour moi, c'était inacceptable, du moins. Il y a une autre cérémonie qui m'a beaucoup émue, qui était une cérémonie dédiée à la mémoire de résistants qui appartenaient à un réseau qui s'appelait Alliance, qui est un réseau qui était présent dans toute la France pendant la guerre. Et beaucoup des membres de ce réseau Alliance ont été arrêtés au cours de la guerre, enfermés d'abord non loin d'ici, dans un autre camp, un camp d'internement qui s'appelait Schirmeck. Et la nuit du 1er septembre, ils ont été tous acheminés les uns après les autres au camp de Natzweiler-Struthof, parce que les nazis allaient évacuer le plus gros des déportés de ce camp le lendemain, et ils voulaient faire le ménage derrière eux. Et en une nuit, ils ont assassiné par balle les 106 membres de ce réseau Alliance dans la baraque crématoire du Struthof. Donc ça a été pareil, une vraie boucherie. Ils les ont ensuite brûlés dans le four crématoire qui a fonctionné pendant 3 jours sans discontinuer. Et en 2014, on a fait une très grande cérémonie avec les descendants de ces familles. Et c'était tout à fait bouleversant, parce qu'ils étaient venus en masse, parce que 86 personnes, ça fait quand même beaucoup de descendants. Et évidemment, c'était tout à fait émouvant. Donc ça fait partie des moments forts que j'ai vécu ici aussi. Vous êtes spécialiste de toutes ces questions, que vous avez étudiées pendant des années. Est-ce que vous êtes arrivé à certaines conclusions pour expliquer cette barbarie, puisque c'est toujours la question qu'on se pose? Comment peut-on en arriver là? C'est la grande question, mais je pense que personne n'a de réponse définitive. Je pense qu'elle est le résultat de plusieurs choses. Tout d'abord d'un contexte historique délétère, des suites de cette Première Guerre mondiale, mal réglée de façon humiliante pour l'Allemagne. Elle est la conséquence également d'une crise économique très, très grave, avec beaucoup d'inflation, avec beaucoup de chômage, beaucoup de faillites. Et puis, elle est la conséquence, ça c'est vraiment les circonstances très proches de l'événement, très conjoncturelles, mais je dirais que structurellement, elle est aussi le fruit de tout le 19e siècle, c'est-à-dire le 19e siècle, qui est un siècle très riche sur le plan de la pensée, mais ça a été le siècle aussi de l'élaboration des théories racistes, et des théories racistes scientifiques. Et je pense que là, en laissant s'installer cette vision hiérarchisée des races, qui a aussi qui a prospéré sur le fond de la colonisation, parce que c'était un très bon argument pour coloniser, on a ouvert une sorte de boîte de Pandore, parce qu'à partir du moment où on considère que quelqu'un n'est pas digne de porter le nom d'humain, ou qu'il est très très inférieur en termes d'humanité, tout est possible dans la manière de le traiter. Donc c'est pour ça que je crois que la seule façon d'éviter une rechute ou une redite, c'est l'éducation, mais c'est une éducation étayée, c'est-à-dire, et je pense que ça va être très compliqué, puisque vu toutes les fake news qui se diffusent partout, et vu qu'aujourd'hui, via les réseaux sociaux, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, je pense que ça va être très compliqué de faire entendre la science et la vérité. Et vous pensez qu'on va tirer des leçons de tout ça? J'ai un naturel optimiste, donc j'espère qu'on va tirer des leçons de tout ça.
Je ne suis pas totalement négative, c'est-à-dire que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sensibles à ces thèmes, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'investissent, il y a énormément d'associations. L'État, la France fait quand même beaucoup dans ce domaine, même si on peut toujours contester certaines lois, certaines décisions. Mais en même temps, on voit que les idéologies d'extrême droite ne sont absolument pas mortes, au contraire, qu'elles ressurgissent. Et je ne sais pas si les leçons sont vraiment tirées, je ne suis pas sûre. Écrire un bouquin comme vous l'avez fait, ça peut être aussi une façon de faire réfléchir les gens. Oui, un livre, c'est toujours une manière de transmettre une vision du passé. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire les livres d'histoire, ce que je comprends fort bien, parce que c'est trop austère, trop sérieux, trop ennuyeux. Et c'est vrai qu'un roman, c'est une autre manière d'aborder l'histoire. Et les faits sont dits, tous les éléments qui décrivent le fonctionnement d'un camp de concentration, d'un règlement de guerre sont dans le roman, mais ils y sont d'une manière détournée par le regard des personnages. Et c'est peut-être un moyen d'accéder différemment à l'histoire. Et il y a aussi, on le voit, énormément de bandes dessinées qui sont géniales. Il y a des films qui permettent de comprendre. Donc, pour celui qui en a envie, qui veut se donner la peine, on peut quand même comprendre l'histoire, je pense. Vous voyez un futur pour cette maison qui se trouve devant nous ? Un futur pour cette maison. Je ne sais pas ce qui peut lui arriver à cette maison. J'espère qu'elle va rester là. Elle est entretenue, elle est chauffée. Et je crois que son futur va être de rester fermée comme une boîte, comme une chasse sur tous ces secrets et tous ces silences et tout ce qu'on ne saura jamais, mais qui imprègne ces murs. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup à vous. Merci. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie Frédéric Naudufour de m'avoir accordé du temps pour cette interview que nous avons réalisée devant l'ancienne villa du camp de concentration du Schrotthof.